Ladies and gentlemen, please welcome back Richard Attias. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Richard Attias. Bonsoir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir et de passer un petit moment avec Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique du Royaume du Maroc, Monsieur Moulay Hafid Alami. Monsieur le ministre, vous êtes également trésorier de la Fondation de la Princesse Lalla Salma, qui d'ailleurs a un grand partenariat avec la Fondation également de la Première Dame, que je salue. Vous êtes avant tout un capitaine d'industrie, on en parlera dans quelques instants, et vous avez été le président du patronat pendant quelques années. Est-ce que je n'oublie rien? Oui, je pense que vous avez été même au-delà de la réalité. Non, tout de même. Monsieur le ministre, le Maroc, et sans aucun chauvinisme, puisque nous sommes compatriotes, a, je pense, un business model qui est extrêmement positif, successful, comme disent les anglo-saxons. Comment va le Maroc et comment est-ce qu'on peut définir le business model marocain en matière d'économie et dans sa place dans l'Afrique aujourd'hui et dans sa transformation? Merci, Monsieur Attias. Si vous me permettez une toute petite parenthèse, je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. Je crois que nous nous connaissons depuis bien longtemps. On était peut-être un peu plus jeunes. Et je suis ravi de voir avec l'ambition que vous avez, là où vous en êtes aujourd'hui, de faire un forum de cette taille-là, avec ce retentissement. Et je voudrais récupérer de cela un seul mot qui vous caractérise, c'est l'ambition. Et c'est ce que doit avoir l'ensemble de notre continent. J'ai eu le privilège d'être reçu par le président il y a quelques minutes, et j'ai retenu un élément essentiel, c'est l'ambition qu'il a pour son pays. Alors pour revenir au Maroc, très rapidement, l'ambition du Maroc que les rois qui se sont succédés ont eue pour ce pays est assez extraordinaire. Elle a été transmise à l'ensemble des gens qui opèrent et qui essayent au quotidien de faire avancer ce pays. Alors ce qui a fait le modèle marocain dont vous parliez, je pense en quelques mots. Nous sommes passés de plans quinquennaux, je crois que ça vous dit quelque chose, nous avons tous fait des plans tous les 5 ans qui ont évolué, et à un moment donné, le Maroc s'est repris en main pour essayer d'avoir une vision, de définir là où il voulait être et de mettre en place des stratégies et des plans d'action pour y arriver. Un seul exemple, si vous le permettez, c'est l'aéronautique ou l'automobile. Nous avons rêvé un moment que le Maroc pouvait être un opérateur qui compte dans le monde aéronautique. Eh bien, quelques années plus tard, nous disposons aujourd'hui d'une entreprise aéronautique qui est Bombardier et plus de 100 équipementiers derrière. Même chose en automobile. Nous avons aujourd'hui Renault qui est implanté au Maroc. Tangemed. Et plus de 210 équipementiers qui sont implantés derrière Renault. Tout ça pour vous dire que l'ambition est pour moi un vecteur essentiel qui permet de transformer Comment les économies. Populations ont accompagné cette ambition? Parce que très souvent, il y a une vision, un leadership, comme on dit, et puis il y a un décrochage ou un décalage entre les mentalités et la vision d'un leader. Alors, on parle du leader, le roi Mohamed VI. Il y a eu un changement essentiel qui s'est opéré et que je caractériserai ou que j'expliquerai en 2 points très simples. Il y a eu une volonté de transformer ce pays et puis une action qui a accompagné. Il y a eu un changement générationnel qui s'est opéré. Et à ce niveau-là, pour 2 raisons, c'est quand les gens partaient à la retraite, et il y en a eu beaucoup parce que le roi Hassan II a été accompagné par une génération. Et bien à ce moment-là, il y a eu des choix de talents, de jeunes talents, avec des expertises et des expériences internationales qui ont été mis en poste. Et c'est incroyable, en quelques années, on a vu une génération s'installer, prendre la main, évidemment
en étant mixé à l'ensemble des autres générations ou des générations précédentes. Et ça a créé quelque chose d'assez particulier qui a enclenché un processus. Et les changements ont commencé à être naturels et moins choquants et moins de résistance au changement, je pense. Vous évoquez Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ces derniers mois, on a vu Sa Majesté à la tête de délégations avec un très grand nombre de chefs d'entreprise en Afrique subsaharienne. Du Sénégal au Gabon, à 2 reprises d'ailleurs, en passant par la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, et j'en passe. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, cette vision, cette volonté d'aller vers l'Afrique subsaharienne? Je crois, Monsieur Attias, vous êtes bien placé pour en savoir quelque chose. Oui, mais enfin, voilà, donc, vous en savez plus que moi. Je vous en dirai quelques mots. C'est extrêmement profond au Maroc. Je pense que de façon séculaire, la relation entre le Maroc et son continent, nous sommes enracinés en Afrique, et nous avons une véritable histoire, un partage à la fois culturel et de partage politique très global au niveau du continent. Lorsque cette mission a été enclenchée par Sa Majesté, ce n'était que la suite de plusieurs années de travail, et je dirais plusieurs décennies. Le roi Hassan II était extrêmement proche de l'ensemble du continent, et je dois vous dire que nous avons vécu des moments assez exceptionnels, très profonds, de partage, de volonté de développer des choses ensemble. Et j'avais l'impression, et je crois que l'ensemble des gens de la délégation avaient l'impression d'être chez eux dans chacune des étapes. Dans chacune des étapes, vous avez signé, ou Sa Majesté a signé, en tout cas sous son patronage, se sont signées des dizaines de conventions. Pardon, mais parfois ça donnait même le vertige. 40 conventions par-ci, 50 conventions par-là. Comment est-ce que ces conventions ensuite se mettent en œuvre et que ce ne sont pas que des effets d'annonce? Alors je vous confirme, ça a été 91 conventions. Ça donne sur 4 pays. Donc en effet, ça a donné le vertige, y compris aux gens qui ont travaillé pour les concevoir, pour les mettre en place, pour les négocier. Donc je partage votre sentiment. Néanmoins, je dois vous dire qu'une commission a été instituée le lendemain de notre retour, sous la présidence de Sa Majesté, et il y veille de façon hebdomadaire. À date, 80% des conventions ont été initiées et ont démarré. Et nous avons... Les projets sont lancés. Les projets sont lancés. 80% des projets sont lancés. Et nous avons des réunions mensuelles au ministère des Affaires étrangères, présidées par le ministre des Affaires étrangères, partenariat public-privé, donc l'ensemble des dirigeants qui étaient là lors de cette mission sont présents, et nous suivons convention par convention. Il n'est pas question de faire, si vous voulez, des effets d'annonce. Je crois que ce qui nous a été donné comme instruction était de mettre en œuvre le partenariat Sud-Sud, et que ce partenariat Sud-Sud ne devait plus être une vue de l'esprit. Donc la deuxième instruction, c'était exclusivement des choses pratiques que l'on peut dérouler dans des temps extrêmement courts. En étant pratique, j'ai vu qu'il y a quelques semaines, Monsieur le ministre, vous avez présenté à Sa Majesté, devant l'ensemble du gouvernement, un plan d'accélération de ce développement industriel à l'horizon 2020, je crois. Absolument. Donc sur les 6 années à venir. Est-ce qu'on peut en connaître les grandes lignes et comment surtout vous allez le mettre en œuvre? On a beaucoup entendu ces derniers jours qu'il y avait de la vision, qu'il y avait de l'ambition, mais que parfois on était un peu, on va dire, en décalage en termes d'implémentation. Donc est-ce qu'on peut en connaître les grandes lignes de ce plan d'accélération? Deuxièmement, par rapport à tous les investisseurs internationaux qui sont là, quels sont les secteurs dans lesquels on peut avoir un partenariat rapide avec le Maroc? Et troisièmement, comment est-ce que vous mettez ça en œuvre? Alors, si vous voulez, nous avons d'abord diagnostiqué où nous en sommes, et il faut le faire de façon régulière. Comme je vous disais, le Maroc a mis en place des plans, ce qu'on appelle le plan émergence industrielle, et qui a été revu régulièrement. Nous avons pris le temps de le revisiter à la lumière d'un point essentiel, et je crois que ceci concerne l'ensemble de notre continent. Nous avons un besoin important de création d'emplois. Pour le Maroc, le constat, c'est que pour les 10 prochaines années, nous allons avoir besoin d'1 300 000 emplois nouveaux. Et c'est essentiel. Eh bien, l'industrie se doit de participer à cet élan. Après un diagnostic, nous sommes arrivés à une ambition. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut avoir de l'ambition, et c'est quelque chose d'essentiel, à un objectif de 500 000 emplois. En combien de temps?
Sur la période des 6 ans? Absolument. Un demi-million d'emplois. Un demi-million d'emplois, 2014-2020. En effet, cela donne le vertige et peut paraître parfois compliqué à atteindre. Néanmoins, nous avons déjà démarré avec un certain nombre de fédérations très limitées et le plan a été inversé par rapport à ce que l'on voit d'habitude. Permettez-moi cet écart en vous expliquant ce que j'ai constaté. Souvent, les responsables vous font un plan de 500 000 en vous disant l'année prochaine, nous allons faire 10 000, 20 000 par la suite et vous allez voir, nous allons monter très vite pour laisser aux successeurs la complication. Nous avons décidé de faire exactement l'inverse. Nous nous engageons sur la première année pour la période 2014-2020 pour 150 000, la deuxième année, c'est-à-dire de 2015 à 2020 pour 100 000, c'est-à-dire sur les 2 premières années, la moitié du plan qui est proposé. Et je vous annonce un scoop, c'est que nous sommes aujourd'hui, 1 mois et demi après l'annonce, nous avons dépassé l'engagement sur la première année. Au lieu de 150 000, nous sommes à 174 000. Tout cela pour vous dire, je crois que le message essentiel que je voulais partager avec vous, c'est que quand on veut, on peut. Et que l'ambition est quelque chose d'essentiel. Évidemment, elle doit être raisonnable, calculée, stratégiquement planifiée, avec des détails d'action. Mais quand tout cela est mis en place, il n'y a aucune raison de ne pas être ambitieux, de ne pas pouvoir atteindre ses ambitions. Restons dans l'ambition et abandonnons pendant quelques minutes la politique. Vous êtes aussi un capitaine d'industrie, comme je l'ai dit. Je souhaite saluer l'arrivée parmi nous du président de la République, son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba. Donc, vous étiez pendant quelques années, avant de prendre le portefeuille de ministre, à la tête du groupe SAAM. SAAM, en soi, c'est une success story africaine. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Alors, très rapidement, comme j'ai eu l'occasion d'en parler encore aujourd'hui, SAAM est un groupe dont l'ADN est de l'assurance. Nous étions au Maroc, nous avions une très belle compagnie d'assurance au Maroc, et nous avons décidé de nous développer. Premier réflexe que l'on a régulièrement quand on est sur notre continent, c'est d'essayer de se développer vers l'Europe. Donc la tentative, la première, a été d'aller acheter une compagnie d'assurance en Europe, et je dois vous avouer que ça a été un chemin extrêmement complexe. Donc nous avons renoncé à cela et décidé de nous concentrer sur notre continent et de faire un développement véritablement sur l'ensemble du continent, partant d'il y a à peu près 5 ans d'une seule compagnie d'assurance. Qui avait quelle taille? Qui était à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et bien, nous sommes aujourd'hui à 35 compagnies d'assurance dans 22 pays, leader panafricain d'assurance, à l'exception évidemment de l'Afrique du Sud. Mais je vous rassure, lorsque nous mettons ensemble nos énergies, vous me donnez l'occasion de parler de cette expérience. Aucun radar ne bipait sur cette compagnie marocaine, même si elle était importante sur son territoire. Dès que nous avons constitué un groupe panafricain, on s'est intéressé à vous. Énormément. Nous avons eu les premiers de ce monde qui ont pris leur jet privé pour venir discuter en disant vous êtes nous sommes parmi les premiers mondiaux, vous êtes premiers sur le continent, nous avons besoin de nous parler. Le message que je voudrais passer là, c'est que le fait de mettre en commun nos efforts, nos énergies, nos expériences et nos entreprises, de les mettre en réseau, ne serait-ce qu'en GIE, qu'en groupement d'intérêt économique, eh bien, nous commençons à exister à la fois sur le continent, mais au niveau planétaire. Et ceci est important et nous sommes loin d'être les seuls à avoir démontré ce chemin. Ça a été fait par bien des groupes, mais j'appelle de mes voeux la démultiplication de ces expériences parce que je pense qu'elles en valent la peine. Félicitations. Monsieur le ministre, on a parlé du secteur privé. Il nous reste 1 minute. J'aimerais qu'on parle quelques instants de votre rôle dans le cadre de la fondation de la princesse Lala Salma, de son Altesse royale la princesse, en matière humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît?
Bien écoutez, j'ai eu l'honneur de participer à la création de la Fondation Abdel Salama de lutte contre le cancer. Et je dois vous dire... C'est la lutte contre le cancer des femmes? Non, ou en général. Cancer en général. C'est le cancer en général. Et je dois vous dire qu'il y a quelques années à peine, sur les 40 000 cas déclarés de cancer au Maroc, seul à peu près un quart était correctement traité. Aujourd'hui, 100% de ces cancers sont traités et sont traités très souvent avec la contribution et le partenariat de certains laboratoires, dont le laboratoire Roche, et vous me permettrez cette page de publicité parce qu'il le mérite. Nous avons la chance de pouvoir offrir à nos malades des médicaments innovants qui coûtent parfois 40 000 € par an de traitement, gratuitement. Eh bien, l'ensemble de cette population aujourd'hui est traitée et de façon tout à fait correcte avec la mise en place d'un certain nombre d'hôpitaux et de maisons de vie pour accompagner cette maladie que tout un chacun a connue dans sa famille de près ou de loin. Donc c'est une activité qui me tient à cœur beaucoup et qui m'apporte énormément de sens à ma vie. Je considère que lorsqu'on travaille dans ces domaines-là, eh bien, on donne parfois plus de sens à sa vie que dans des missions que vous avez citées tout à l'heure. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, que je vous demande d'applaudir. Merci du temps consacré et je vais vous inviter à regagner notre audience. Et bonne chance pour la mise en œuvre de ce plan accélération de l'industriel au Maroc.